Avant de plonger dans le XXe siècle, il me semblait important d'ouvrir une petite fenêtre sur un courant de l'extrême fin du XIXe siècle, l'Art nouveau. Il a marqué l'art moderne de façon très pérenne, avec des productions très différentes selon les pays. Alors je vous propose de voyager dans les plus grandes villes mondiales, Paris, Bruxelles, New York, Vienne, Barcelone ou Londres. L'Art nouveau est un style artistique qui se développe dès la fin du XIXe siècle, d'abord en Belgique, en France, puis partout en Europe. Il s'épanouit dans l'architecture et dans les arts décoratifs. La recherche de fonctionnalité est une des préoccupations de ces architectes et de ces designers. L'art nouveau se caractérise par des formes inspirées de la nature où la courbe domine. Il est vrai qu'au XIXe siècle, presque toutes les formes d'art s'inspirent du passé. L'imitation du style gréco-romain cohabite avec des styles plus nationaux. L'Opéra Garnier en est un bel exemple. Lorsque l'impératrice Eugénie demande à son architecte Charles Garnier quel est le style mis en place ici, il lui répond « Mais bien sûr, c'est le style Napoléon III ». En fait, ce que Charles Garnier ne dit pas à l'impératrice, c'est que c'est un style extrêmement hybride, que l'on dit éclectique, mélangeant à la fois le néo-byzantin, le néo-classique, le néo-XVIIIe siècle. Contrairement à beaucoup d'autres mouvements, l'Art nouveau ne cherche pas à promouvoir un système précis de principes inventés par un artiste ou un groupe d'artistes ou même de théoriciens. Le nom lui-même est celui d'une boutique à Paris, la Maison de l'Art nouveau, ouverte en 1895 par le marchand d'art allemand Siegfried Bing. Pour lui, comme pour beaucoup de ses contemporains, la civilisation européenne traverse une période de grande turbulence et est confrontée à des changements politiques, sociaux et technologiques sans précédent. Le monde de l'art et de la décoration doit donc répondre aux exigences de cette évolution. Le mouvement en tant que tel naît et se développe dans toute l'Europe entre 1890 et 1895, et cela avec une très grande rapidité. La première phase du mouvement se situe entre 93 et 95. Outre l'ouverture de la Maison de l'Art nouveau, 3 autres événements marquent ce début à Londres et à Bruxelles. D'abord, la publication, dans le premier numéro de la revue The Studio, des dessins de Aubrey Beardsley en 1893. Ce jeune illustrateur présente pour la première fois un style de dessin qui sera caractéristique de l'Art nouveau, et il devient instantanément le centre d'intérêt des avant-gardes des deux côtés de l'Atlantique. En 1893, toujours à Bruxelles, Victor Horta achève l'hôtel particulier d'Émile Tassel, la première vraie réalisation architecturale de l'Art nouveau. Victor Horta exploite le premier, la ligne courbe, symbole entre tous de ce mouvement. La fluidité des espaces fait écho aux courbes végétales qui investissent ferronneries, mosaïques, fresques et vitraux, éléments tant structurels qu'ornementaux. Horta conçoit un édifice inédit avec des meubles qui correspondent au rythme des murs et de l'architecture. Il dessine les motifs des tapis, conçoit même les meubles, c'est la naissance d'un art total. L'année suivante, toujours dans la capitale belge, Henri van de Velde publie un pamphlet, Le déblaiement d'art, qui prend du recul sur les évolutions artistiques contemporaines et fustige avec fougue le monde de l'art institutionnalisé. Cette réflexion est la première intellectualisation des deux idées fortes de l'art nouveau. 1. La valeur des arts décoratifs aux côtés des arts dits nobles, et 2. L'importance de l'harmonie générale dans tout travail de décoration. L'art ne peut jamais être nouveau, avait coutume de dire Mucha. Par ces mots, il signifie que l'art est éternel et n'a rien à voir avec des modes éphémères. Indifférent aux nouvelles sociétés artistiques et à leurs débats techniques, les ismes, il était également critique à l'égard de l'art pour l'art, qui méconnaît l'importance de la représentation des idées. À la fin du XIXe siècle, l'art nouveau va toucher la totalité des arts plastiques, peinture, sculpture, art graphique, architecture et art décoratif. En 1900, il a gagné toute l'Europe, créant une grande diversité de styles par hybridation avec les traditions populaires de chaque pays. Cependant, il donne quand même naissance à un ensemble de caractéristiques communes, créant ce que l'on appelle le style Art nouveau. Des lignes aux courbes élégantes, des fleurs, des végétaux et autres motifs naturels, des figures élancées de femmes idéalisées aux longues chevelures flottantes. Il marque également le retour de la couleur, tant en architecture qu'en peinture. Au Royaume-Uni, en peinture,
le pré-raphaélisme s'éveille dès 1850 aux courbes et aux couleurs. Inspirés des maîtres italiens du XVe siècle ou de la Renaissance florentine, les raphaélites sont en réaction à la révolution industrielle. Ici, Médée. Outre être un thème dramatique faisant jouer un personnage si monstrueux qu'elle dévore ses enfants, il s'agit aussi d'une représentation qui répond déjà aux caractéristiques de ce que sera l'Art nouveau, des courbes, des aplats de couleurs, des entrelacs décoratifs. Elle s'inscrit dans une mode qui sera vite complétée par les fondements théoriques du mouvement Arts and Crafts, par les thèses de William Morris, de John Ruskin ou de Charles Rennie Mackintosh, qui définissent alors un nouvel art décoratif au Royaume-Uni. Mackintosh d'ailleurs fonde la Glasgow School of Art de 1897 à 1899 et sera le père de toute cette génération. Mackintosh et les autres se prononcent contre les dérives de l'industrialisation et de l'assèchement créatif qu'elle entraîne. Ils prônent un retour à l'esprit des guildes médiévales, à l'étude du motif naturel, à l'emploi des formes épurées. La régénération de la société, pour eux, ne se fera que par la vérité des formes qui l'entourent et dont elle use. Maurice Mackintosh retourne à l'artisanat, à une revalorisation du travail ouvrier, à la création de beaux objets utilitaires. William Morris en fut l'un des grands promoteurs. Il s'agit de relancer l'art de l'ébénisterie, de la poterie, de l'émaillage, en renouant avec un retour à la nature et à la simplicité. C'est un peu l'émergence du design qui s'exprime à travers ce mouvement. Dans la foulée, se développe un courant assez proche appelé esthétisme et qui marquera des artistes comme Oscar Wilde ou Edward Burne-Jones dès 1874. Dans cette séduction de Merlin, par exemple, le peintre convoque la magie, la séduction justement, et tous les attraits de la femme vénéneuse qu'aimeront tant les peintres de l'Art nouveau. Déjà, son trait est précis, ses couleurs sont appliquées avec soin, elles sont comme glacées, et le tout s'inspire fortement de la nature. Burne-Jones regarde en premier lieu le livre des formes d'Haeckel. Ce dernier est l'un des premiers à dessiner une multitude de coquillages, de fleurs, de méduses, de radiolaires, dans un but scientifique d'abord. Ernst Haeckel peut être considéré comme un autre précurseur de l'Art nouveau. Son travail a inspiré de grands lustres, par exemple, celui en forme de méduse de Constant Roux pour le musée océanographique de Monaco. Les acteurs de l'Art nouveau feront très souvent référence à cette réalisation, tant ce fut un choc pour eux.